J'ai compris que tout était fini au moment où le serveur a posé l'amuse-bouche devant moi. Pas parce qu'il était froid ou en retard, mais parce que mon téléphone s'est allumé sur le genre de message qui vous glace le sang avant même que le cerveau ait eu le temps de l'analyser. C'est terminé. On veut des résultats, des vrais. Aucune formule de politesse, aucune explication. Juste cette phrase, envoyée à 21h02 par mon patron, Patrick, alors que j'étais assise sous les lustres en cristal du gala de la FinTech le plus sélect de Paris. J'ai fixé l'écran pendant 5 longues secondes. Autour de moi, le tintement des coupes de champagne, des éclats de rire qui fusaient, les flashs discrets des photographes. L'élite de la finance et de la tech portait un toast à un avenir qu'elle pensait avoir bâti de ses propres mains. Et de l'autre côté de l'immense table laquée, il y avait Marc Dutilleul, le PDG d'Orion Capital, le plus grand rival de Patrick. Celui que ce dernier avait un jour qualifié de catastrophe de communication ambulante dans un costume hors de prix. Marc avait vu le message s'afficher avant même que je ne songe à le cacher. Je n'ai rien dit, ce n'était pas la peine. J'ai simplement incliné le téléphone vers lui. Ses yeux ont scanné les quelques mots. Puis son sourire est apparu, lent, acéré, presque chirurgical. Le sourire d'un loup qui vient d'entendre le verrou d'une bergerie sauter. Il a levé son verre dans ma direction. Ce n'était pas un toast, c'était un signal. Le jeu venait de changer de main. Mais revenons un peu en arrière. Vous vous dites sûrement que j'ai commis une erreur, manqué une échéance, raté une présentation capitale. Laissez-moi vous arrêter tout de suite. C'est grâce à moi que notre département avait dépassé ses objectifs 2 trimestres d'affilée. J'avais conçu le modèle de conformité qui nous avait évité 3 litiges coûteux. J'avais négocié l'accord avec ce grand groupe bancaire européen dont Patrick s'était attribué tout le mérite lors d'un séminaire à Deauville. J'étais plus qu'un bon élément, j'étais le réacteur. Patrick ne m'a pas viré parce que j'avais échoué, il m'a viré parce que j'avais réussi sans lui. Le pire, j'avais failli ne pas venir à ce gala. J'étais épuisé, surmené, avec une migraine tenace que je tentais de noyer sous des litres de café tiède. Mais je suis venu quand même. Robe fourreau bleu marine, talons bas, un chignon strict, mon armure professionnelle. Je savais que dans ce genre de soirée, l'apparence était une arme. Ce que j'ignorais, c'est que j'entrais dans l'arène pour ma propre mise à mort. Je baissai de nouveau les yeux vers mon téléphone. Aucun message de suivi, juste la brûlure de ce renvoi par texto. Patrick n'avait même pas eu le courage de le faire en personne. Pas d'appel des RH, pas la décence d'attendre lundi. Il m'avait congédié entre 2 vins, lors d'une soirée de prestige, comme si toute ma carrière n'était qu'un accessoire dont on se débarrasse. La gorge me brûlait, pas à cause du champagne, mais d'une fureur contenue. C'est la règle avec les trahisons publiques. On ne flanche pas, on ne pleure pas dans les toilettes en marbre, on ne s'enfuit pas en faisant claquer ses talons sur le parquet. On sourit, on finit son eau pétillante, on se transforme en statue de glace. J'ai levé mon verre comme si de rien n'était. J'ai souri poliment quand le maître de cérémonie a souhaité la bienvenue aux invités des trophées de la tech de demain. J'ai hoché la tête quand on a complimenté les centres de table. Je faisais la morte en attendant de décider si je devais disparaître ou tout faire exploser. C'est alors que Marc s'est penché au-dessus de la table, juste assez pour que je l'entende malgré les applaudissements. J'attendais ce moment. C'est tout ce qu'il a dit. Pas désolé, pas que s'est-il passé, juste cette phrase, comme s'il savait déjà tout. Je l'ai regardé, vraiment regardé. Le col de chemise impeccable, les boutons de manchette en forme de pièces d'échec. L'homme qui avait soufflé 3 partenariats majeurs à Patrick cette année. L'homme dont Patrick avait tenté de salir la réputation 6 mois plus tôt via une campagne de dénigrement anonyme. Et maintenant, il me souriait, comme si je venais de faire mon entrée sur son échiquier. Je n'ai pas répondu. À cet instant, tout ce qui avait été obscurci par la fatigue, la loyauté et l'illusion du professionnalisme est devenu d'une clarté limpide. Ce n'était pas un licenciement, c'était une libération. Et Marc ne m'offrait pas un travail, il me proposait un empire. 20 minutes plus tard, je m'excusais auprès de mes voisins de table
traversait 5 conversations que je n'entendais pas et sortit dans la cour intérieure où l'air frais de la nuit parisienne me gifla. Que fait-on quand quelqu'un met le feu à votre carrière? On ne crie pas, on fabrique ses propres allumettes. Mon téléphone vibra de nouveau, c'était Marc. Demain, 11 heures, mon bureau. Vous voudrez voir ce sur quoi je travaille. Je fixai le message. Quelque chose en moi venait de céder. La partie qui jouait la gentille fille était morte. Celle qui voulait une promotion était devenue insignifiante. Je ne voulais pas un meilleur poste. Je voulais que Patrick regrette un jour d'avoir pensé que j'étais jetable. Le problème avec les hommes comme lui, c'est qu'ils oublient les gens qui construisent leur château. Jusqu'au jour où ces gens s'en vont avec les plans. Et moi, je les avais tous. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, non par angoisse, mais par absence totale d'angoisse. C'était ça le plus terrifiant. Ce calme engourdi qui s'installe quand votre cerveau cesse de réclamer justice et commence à esquisser une vengeance. Une vengeance froide, méthodique. Allongé dans mon lit, ma robe de soirée encore sur moi, je repensais à la scène. Patrick m'avait humilié devant toute la profession. Pas d'entretien de départ, pas d'indemnité discutée. Il voulait un coup d'éclat. Et je l'avais laissé faire. J'avais souri, trinqué, joué la bonne petite soldate. Mais à l'intérieur, je rassemblais déjà mentalement les dossiers qu'il avait enterrés. À 10h45, je me tenais devant les bureaux de Marc Dutilleul, au 45e étage de la tour Zénith à La Défense. Je m'étais habillé en noir, pas pour le drame, pour la précision. Cheveux tirés, talons aiguisés, visage impénétrable. La réceptionniste me fit traverser un couloir aux parois de verre qui ressemblait moins à un bureau qu'au poste de commandement d'un vaisseau spatial. Marc attendait. Il se leva à mon entrée, veste tombée, manches de chemise retroussées, cette aura de pouvoir naturel que les gens comme Patrick essaient d'imiter sans jamais y parvenir. Il ne sourit pas cette fois. Il me désigna simplement le fauteuil en face de lui. « Avant de commencer, dit-il, je veux être clair. Je ne vous offre pas ce poste par pitié. Ce n'est pas de la gentillesse. » « Tant mieux, répondis-je. La gentillesse ne m'intéresse pas. » Il fit glisser un document sur la table, un accord de confidentialité. Court, brutal, blindé juridiquement. Je le signai sans ciller. « Maintenant, reprit-il, dites-moi ce que Patrick cache. » J'eus un rire bref et amer. « Vous avez combien de temps ? » Jusqu'à la clôture de la bourse. Alors j'ai parlé. La restructuration interne que Patrick gardait secrète, le projet parallèle monté via des sociétés écrans, la manière dont il avait imposé un outil de détection de fraude non testé pour impressionner les investisseurs, un outil que je l'avais personnellement averti de ne pas déployer. Je lui ai raconté comment j'avais écrit l'architecture de risque de cette plateforme, comment Patrick m'avait bloqué l'accès au code source 2 semaines auparavant, et comment le nouvel ingénieur en chef était un jeune de 26 ans rencontré sur un terrain de golf. Marc écouta sans m'interrompre. Juste ce regard intense, comme s'il regardait des dominos s'aligner. Quand j'eus fini, il se pencha en arrière. Quelle proportion de ce que vous avez bâti est encore présente dans ce système ? 80%, dis-je, en le regardant droit dans les yeux. Le reste, c'est du bricolage qu'ils ne comprennent même pas. Il hocha la tête, puis fit glisser un second dossier vers moi. À l'intérieur, un plan. Le leur. Orion Capital avait mis la main sur le plan de lancement interne de Cortexa pour leur nouveau produit phare. La même plateforme que j'avais aidé à concevoir. « Qu'est-ce que vous attendez de moi ?» demandai-je. « Je veux que vous le démolissiez, de l'intérieur. » Il me tendait le détonateur, certain que je saurais où viser. C'est là que j'ai compris. Marc ne voulait pas une vengeance, il voulait des résultats, et il était convaincu que je pouvais les lui fournir. J'ai quitté son bureau à midi avec un badge temporaire et une mission, disséquer l'avenir de Cortexa avant même qu'il ne réalise sa vulnérabilité. De retour à mon appartement, j'ai éteint mon téléphone. J'ai sorti mon vieux disque dur externe, celui que j'utilisais pour chaque prototype, crypté, isolé et entièrement légal. Car voici le détail qui change tout. Je n'avais jamais cédé ma propriété intellectuelle. Patrick avait oublié d'inclure la clause dans mon dernier contrat. Il était trop occupé à préparer un séminaire à Mykonos. Une erreur de débutant.
À 18h, j'avais isolé 3 failles de conformité majeures. À 20h, j'avais réécrit une version plus propre de leur moteur de risque. À minuit, j'avais une présentation prête. Diapositive de titre, lanterne. Puisqu'ils voulaient quelqu'un qui apporte de vrais résultats, j'allais leur en livrer un dont ils ne se relèveraient pas. L'équipe de Marc m'a installé dans une petite salle anonyme au 43e étage. Pas de fenêtre, juste un tableau blanc, 2 écrans et un accès serveur sécurisé. Ils appelaient ça le coffre-fort. Lanterne n'était pas encore un produit, c'était une arme déguisée en solution. Mon travail consistait à construire quelque chose de si terrifiant que lorsque le lancement de Cortexa tournerait au fiasco, et il y tournerait, nous serions là avec la réponse. Mais d'abord, je devais disséquer ce que j'avais bâti pour Patrick. Sa plateforme était un monstre de Frankenstein fait de frameworks volés et du squelette de mon modèle original, un modèle qu'il avait édulcoré jusqu'à ce qu'il ne ressemble plus à rien. C'était comme regarder quelqu'un coller des strass sur une calculatrice en appelant ça de l'intelligence artificielle. Pire, il prévoyait de lancer une version qui contournait des vérifications critiques. Pourquoi ? Pour devancer Orion Capital dans la presse. Je les avais prévenus. Patrick avait ri. On n'a pas le temps pour la paranoïa, Manon. Les investisseurs veulent de la vision, pas de la paperasse. Mais la vision sans structure, c'est une hallucination. Au 3e jour, j'avais reconstitué leur feuille de route de mémoire. Quand on a saigné sur un projet pendant 2 ans, on n'oublie pas où sont enterrés les cadavres. J'ai cartographié leurs points faibles, un par un. Le vendredi matin, Marc m'a appelé. Devant lui, une note interne de Cortexa qui avait fuité, rédigée par Élise, la directrice de la communication. Nous sommes ravis d'annoncer un déploiement accéléré de notre suite d'analyse de risque, portée par un leadership visionnaire et des algorithmes propriétaires. J'ai failli m'étouffer. Propriétaire, c'était mes termes. Marc me regarda, impassible. Il se précipite ? Il fonce droit dans un mur, ai-je répondu. Cet après-midi-là, j'ai mené une démonstration à huis clos pour 3 membres du conseil d'administration d'un poids lourd de l'assurance. L'une d'entre elles avait failli signer avec Patrick le mois dernier. 10 minutes après le début de ma présentation, elle a plissé les yeux et a demandé « C'est ce que Cortexa nous promettait ?» J'ai souri. Non, c'est ce qu'ils espéraient que ce soit. Ce soir-là, Marc m'a transféré un email. Sujet urgent. Le client demande à suspendre le contrat actuel. Exploration d'options alternatives. Patrick ne se doutait encore de rien. Il préparait sa grande conférence à Vivatech la semaine suivante, répétant des anecdotes sur l'innovation. Il voulait des résultats. J'allais lui en donner, contre lui. Le lundi matin, 2 autres entreprises ont mis leurs négociations avec Cortexa en pause. L'une avait entendu des rumeurs. Pas de fraude, pas encore. Juste d'instabilité. C'est tout ce qu'il faut. L'équipe de Marc m'avait donné une seule règle, pas d'empreinte. Nous avons publié un livre blanc via un think tank neutre détaillant les risques des données synthétiques. Nous n'avons pas nommé Cortexa, mais chaque ligne décrivait leur plateforme. Le rapport est tombé dans la presse spécialisée le mardi. À 18h, le directeur technique de Patrick était devenu silencieux sur Slack. Pourtant, sous cette stratégie, je sentais une pointe de culpabilité. Elle s'appelait Lena, une jeune analyste chez Cortexa que j'avais prise sous mon aile. Je me suis demandé si elle avait hérité de mon bureau, se demandant pourquoi le sol se dérobait sous ses pieds. Le jeudi matin, j'ai reçu un lien vers une vidéo. C'était Patrick, lors d'une avant-première. Un journaliste l'interrogeait sur les risques des outils de conformité. Patrick a bafouillé. « Écoutez, si nos concurrents veulent faire de la prudence une arme, c'est leur problème. Nous, on innove. » Un silence glacial s'est abattu sur la salle. Ce soir-là, Marc m'a appelé. On pourrait s'arrêter là. Mais je n'avais pas terminé. Il me restait une carte, une clause enfouie dans un vieux contrat signé par Élise 2 ans plus tôt. Une clause rédigée par moi. Elle stipulait que toute intégration basée sur mon modèle propriétaire restait ma propriété intellectuelle, sauf si un accord de transfert explicite était exécuté. Aucun transfert n'avait jamais été déposé. Ils utilisaient mon système illégalement. À 6h02 du matin, l'email est parti. Au service juridique de Cortexa,
avec leur responsable conformité en copie et marque en copie cachée. En pièce jointe, le PDF de la clause. Sujet, mise en demeure pour violation de propriété intellectuelle, protocole lanterne. J'ai cliqué sur Envoyer, puis j'ai regardé l'aube découper les tours de la défense. À 10h48, un numéro masqué s'est affiché. J'ai décroché. La voix de Patrick a crépité. Qu'est-ce que c'est que cette merde, Manon? Son arrogance mêlée de confusion. Je n'ai pas haussé le ton. C'est un rappel, dis-je calmement. Un rappel que j'ai bâti les fondations de ton système et que tu n'as jamais payé pour. Tu fais ça par dépit. Non, ai-je répondu. Je le fais par droit de propriété. Tu m'as mise à la porte de la maison que j'ai construite, Patrick. Je ne fais que changer des serrures. Clic. Le lendemain, le communiqué de presse est tombé, le nôtre. Orion Capital annonce le lancement de Lanterne, le premier moteur de risque transparent conçu pour la conformité réelle. Mon nom n'y figurait pas, mais le secteur savait. À la fin de la semaine, l'action de Cortexa avait dévissé de 27%. Leur lancement fut reporté indéfiniment. Élise démissionna. Patrick a tenu 3 jours de plus. Le vendredi, il annonçait son départ. Je n'ai pas célébré. Marc m'a offert des parts dans la société et un poste de direction. J'ai décliné le poste. J'ai gardé les parts. Une nuit, j'ai reçu un message anonyme. Je suis désolé, vous ne méritiez pas ça. J'espère que vous construirez quelque chose de grand. C'était peut-être Léna, je ne l'ai jamais su. Mais j'ai apprécié le geste, pas pour tourner la page, mais pour la vérité qu'il contenait. Depuis le début, il ne s'agissait que de reconnaissance. On peut travailler 2 fois plus dur, porter des systèmes entiers sur son dos, bâtir des fortunes pour des gens qui n'apprennent jamais votre nom. Mais à l'instant où l'on arrête de se taire, ils vous traitent de déloyal, de remplaçable. Je n'étais rien de tout cela. J'étais essentiel. Ils l'ont juste appris trop tard. Le mois suivant, le rapport final est sorti. Lanterne surclassait le prototype de Cortexa sur tous les indicateurs. La valorisation d'Orion Capital a explosé. Le nom de Patrick s'est effacé. Et moi, assise seule dans mon nouvel appartement, face à un tableau blanc impeccable, j'ai écrit un seul mot au centre. Suite. Parce qu'un héritage ne se bâtit pas sur des applaudissements, mais sur des cendres. Et le mien ne faisait que commencer.